Je rappelle que je suis polytechnicien, j'ai fait une carrière commerciale, mais je suis catholique pratiquant, et en 1970, mon père spirituel, l'abbé Robert Prévost, m'a fait part de son inquiétude de l'influence grandissante de Teilhard de Chardin au sein de l'Église catholique. Et il m'a dit, vous êtes un scientifique de formation, pouvez-vous étudier le problème, la question sur le plan scientifique? Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai voulu le faire au fond de la question. Car, d'abord, d'une part, il faut éviter tout préjugé qui fausse l'honnêteté d'un raisonnement scientifique. Et de l'autre, évidemment, il faut aller, quand on étudie un secteur, il ne faut pas rester en surface, il faut aller au fond. J'ai donc relu l'histoire de la géologie historique depuis sa fondation. Et sa fondation est due à Nicolas Sténon, qui, en 1667, dans son ouvrage Canis Calcareae, a dit « Les strates des roches sédimentaires sont d'anciennes couches sédimentaires successives. » Alors, bien entendu, vous comprendrez qu'en ce temps-là, on n'allait pas au fond des mers pour voir comment se formaient les sédiments. On fait de la sédimentologie aujourd'hui, mais en ce temps-là, on n'en faisait pas. Donc, il s'agit d'une interprétation. Une interprétation qui est de nature cartésienne, car après la condamnation de Galilée, malheureusement, où l'Église, disons-le, a soutenu le géocentrisme, je ne dis pas qu'il est faux, mais il n'était pas forcément nécessaire d'en parler. D'ailleurs, le cardinal Bellarmin avait dit « Le rôle de l'Église, c'est de prêcher comment on va au ciel et non pas comment va le ciel ». Et si l'Église l'avait su à ce moment-là, on serait resté plus prudent et on aurait demandé simplement des preuves à Galilée qui n'aurait pas pu fournir, et on en serait resté là. Mais cette attitude a créé un début de sédiment anti-religieux et qui s'est traduit d'abord par le cartésianisme où, 4 ans après la condamnation de Galilée, Descartes, dans le discours de la méthode, n'est-ce pas, a dit « Je ne veux tenir en mécréance que ce qui m'apparaît si clairement et distinctement l'esprit que je n'ai aucune raison de le mettre en doute. » Je dirais que c'est la philosophie des Lumières, celle qui va nous conduire directement par la franc-maçonnerie à la Révolution française. Bon. Par conséquent, après cette déclaration, le fait, Sténon était cartésien. Et pour lui, évidemment, dire que les strates sont d'anciennes couches sédimentaires, ça correspond à une vision lumineuse, n'est-ce pas, de son esprit, mais pas à une démonstration. Or, bien évidemment, notant qu'il n'était pas témoin de cette interprétation, j'ai engagé des expériences. J'avais noté dans les stratifications 2 types de stratification. La première, très fine, n'est-ce pas, qui passe pour un granoclassement qu'on trouve dans les roches sédimentaires, et la deuxième, avec des strates qui sont de 20-30 cm, quelquefois plus grandes, n'est-ce pas, avec une gradation, bien sûr, de particules, mais qui se superposent et qui semblent ainsi résulter de 2 phénomènes différents. Donc, dans le premier, c'est-à-dire celui de la lamination, j'ai fait un prélèvement des grès de Fontainebleau qui sont laminés, c'est-à-dire qui représentent une alternance de grosses et de petites particules. J'ai broyé le ciment, je l'ai laissé tomber dans un verre et immédiatement, le dépôt s'est présenté de la même manière. C'est exactement ce que l'on observe dans la roche. Or, il ne faut pas oublier que Charles Lyell, qui a en 1832 écrit la fondation, les principes de la géologie, a considéré que ce qu'il appelait des... Attendez, le nom va revenir, enfin, c'est laminé, pour lui, c'était des dépôts annuels. Et il a promu une chronologie multimillionnaire, n'est-ce pas, en considérant que chaque laminé représentait une année de dépôt, n'est-ce pas? Alors évidemment, comme il y en a beaucoup, ça fait des... Or, en réalité, on le voit bien, c'est tout simplement un phénomène mécanique où la pesanteur agissant sur des particules de taille et de densité différentes, n'est-ce pas, crée ce qu'on appelle un granoclassement.
qu'on peut comparer en quelque sorte au phénomène classique de la chute du mercure, de l'huile et de l'eau qui se remettent selon leur densité, et on ne va tout de même pas dire que le mercure est le plus vieux sous prétexte qu'il est le plus profond. C'est en fait le plus lourd. C'est donc un phénomène mécanique et non pas du tout un phénomène chronologique. J'ai fait un rapport en 1974 de ces expériences et j'ai voulu les faire apprécier dans un premier temps par le président de l'Académie des sciences. Comme je connaissais bien le professeur Bernard Alpern de l'Institut, qui soignait ma mère pour son asthme, je lui demandais de montrer le compte-rendu de ces expériences au président de l'Académie des sciences. Jean Pifteau, qui était président de l'Académie des sciences et président du comité Teilhard de Chardin, ça tombait très bien, hein, a répondu par lettre au professeur Alpern. Voilà ce qu'il a dit. C'est un travail original qui remet en cause quelques principes fondamentaux de la stratigraphie. Nous vivons dans ce domaine sur de vieux concepts. L'auteur de la question reprend l'étude par la méthode expérimentale, ce qui donne une grande force à ses assertions. Toutefois, je crois qu'il serait prématuré de publier un tel ouvrage, mais je recommande le dépôt d'un pli cacheté pour sauvegarder, bien entendu, la prémonition de l'auteur. Ce qui fut fait. 2 ans plus tard, je demande l'ouverture de cette note. Ça m'est refusé par le référé. Que je rencontre 10 ans plus tard, il s'agissait du professeur Milot, directeur de l'Institut de géologie de Strasbourg, président de la Société géologique de France. Il me dit, vous savez qui a refusé il y a 10 ans vos travaux? C'était moi. J'avais rien compris. J'étais bouché. Vous avez fait une grande découverte et je présente vos travaux, si vous en êtes d'accord, à l'Académie des sciences. Il a donc présenté le compte-rendu de cette expérience à l'Académie des sciences qu'il a publié en 1986. J'ai refait la même expérience avec des sédiments organiques, fossiles, si vous voulez, du même genre, et ça a été publié par l'Académie des sciences en 1988. Ça, pour la lamination. Maintenant, en ce qui concerne la stratification, il faut savoir que déjà, avant que je ne fasse cette expérience, Golovkinski en Russie, en 1868, avait observé que sur la surface des dépôts sédimentaires de la région Kama-Volga, des strates se déposaient tout à la fois superposées et juxtaposées sur l'aire de dépôt, qui n'est pas horizontale. Hein, imaginez un triangle avec l'hypoténuse et vous tracez des parallèles qui à la fois sont superposés à l'intérieur, mais se retrouvent sur l'hypoténuse. C'est ça le phénomène. Bon. Donc ça avait été déjà observé. Et quelques années plus tard, Johannes Walter, qui était un sédimentologue et qui a pu faire des observations au fond de la mer Méditerranée, a constaté le phénomène de la superposition et de la juxtaposition, ce qui n'avait pas été prévu par Steno. Bon. Donc, par conséquent, j'ai donc décidé de faire des expériences. Je suis allé aux États-Unis, j'ai pris contact à ce moment-là avec l'Université du Colorado, qui dispose d'un laboratoire très important à Fort Collins, avec des grands bacs de 20 mètres de long, et j'ai donc financé des expériences qui ont été faites par un jeune sédimentologue géologue, Pierre Julien, qui était canadien, français, ce qui était pour moi facile de comprendre. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris un grand canal, un grand bassin de 20 mètres de long, qui, à la base, est relié à l'amont et à l'aval par le même tube, et au milieu, il y a une pompe qui permet d'envoyer à la fois de l'eau et des sédiments, c'est-à-dire des particules sédimentaires, pour voir comment ça va se passer, n'est-ce pas, à la sortie. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? On met le moteur en route, et à ce moment-là, l'eau transporte les sédiments. On a pris soin de prendre des sables noirs, gros, et des sables plus fins, blancs, pour faire apparaître par couleur la stratification. Et effectivement, quand les sédiments arrivent, n'est-ce pas, à l'entrée, elles se déplacent à la fois latéralement, mais s'épaississent, c'est-à-dire que la genèse n'est pas uniquement la verticale, c'est la verticale et la latérale, n'est-ce pas, dans le sens du déplacement du courant.
Et on voit parfaitement des stratifications. J'essaye dans mon explication que vous compreniez ce qui se passe. Vous imaginez donc le canal et vous avez par l'entrée l'eau et les sédiments qui sortent stratifiés, plusieurs stratifications superposées et qui continuent. Et à la fin, quand l'expérience est terminée, Julien a coupé, si je puis dire, a coupé le dépôt et on voit la stratification d'environ par couleur noir, blanc, noir, de 6 cm d'épaisseur par chaque couleur. Ça veut dire que c'est de la stratification. Et que cette stratification résulte donc pas seulement volontairement, mais latéralement. C'est donc l'effet de la variation du courant qui entraîne ce phénomène, n'est-ce pas? C'est-à-dire il faut prendre un courant violent. Je le savais parce que j'avais reçu des États-Unis une revue d'un fleuve qui s'appelle la Bijou Creek et qui est entré en crue aux États-Unis dans la région du Colorado à la suite de la fonte des neiges et de fortes pluies et qui a déposé des strates de 15 cm d'épaisseur à 100 km, n'est-ce pas, après qu'elle ait érodé naturellement les roches qui se trouvaient sur le côté. Par conséquent, au global, on voit que on est obligé, alors ça a été naturellement, ces travaux ont été aux États-Unis, réalisés aux États-Unis, ont été publiés par la Société géologique de France en 1993. Entre-temps, Georges Millot m'avait nommé sédimentologue, membre de la Société géologique de France, dont je suis membre. Et naturellement, maintenant, la sédimentologie, qui s'occupe du dépôt sédimentaire, ce que ne pouvait pas faire du temps de Sténon, maintenant, automatiquement, change le fondement de la géologie. On ne parle plus maintenant de strates comme fondement de la géologie. On parle de séquences géologiques, c'est-à-dire de transgression et régression marine, dont l'apesanteur pour les laminés et le courant turbulent qui correspond successivement à des vitesses de dépôt de particules de taille différentes sont à l'origine, bien entendu, de la stratification et de la lamination. Donc, la science ne repose plus maintenant sur une interprétation erronée, elle repose maintenant sur l'expérience qui a été faite et par conséquent qui maintenant est publiée. Donc, les publications étant faites, on ne revient pas en arrière, la science va de l'avant. Mais ceci ne s'arrête pas là. Il se trouve qu'un de mes camarades de l'IX, de Christian Marchal, de la 58, n'est-ce pas, a calculé, a démontré que lorsqu'il y a une surrection de montagne, qu'on appelle orogénèse en géologie, n'est-ce pas, il se produit un déplacement du centre de gravité de la Terre qui tourne, et par conséquent, ça a pour effet de déplacer les pôles. On savait très bien que les pôles n'étaient pas dans la même position dans les temps anciens, et que par conséquent, il y a eu des dépôts des pôles. Alors vous comprenez que si vous déplacez les pôles sur un ellipsoïde, vous provoquez un déplacement des océans. C'est ce qui expliquerait le déluge d'une certaine manière, mais ce qui explique qu'il y a eu dans les temps des mouvements d'eau très importants. Et bien évidemment, quand vous avez 19 orogénèses dans l'histoire des camps géologiques qui se produisent à des endroits différents, que ce soit un coup dans l'Alaska, un coup dans l'Inécéie, dans les Andes et consorts, cela engendre évidemment des déplacements des pôles et par conséquent des déplacements d'océans dans des courants, dans des directions déterminées. Et à partir de ce moment-là, comme on sait aujourd'hui, puisqu'on accède au fond des mers maintenant très facilement, non seulement par les sous-marins, mais par les drones, enfin tout ce qu'on voudra, on connaît maintenant très bien la faune sous-marine, on connaît la faune qui varie écologiquement en profondeur, en altitude et en longitude. Et par conséquent, il est absolument certain que les 19 orogénèses qui se sont succédées en des endroits différents et qui ont entraîné des déplacements de courant dans des sens différents, a déposé des fossiles superposés
que l'on avait cru être le résultat d'une évolution, mais qui sont plus probablement la superposition d'espèces écologiques vivant dans des altitudes de longitude et profondeur différentes. Je ne dis pas que c'est la solution générale, mais au moins on doit se préoccuper de l'origine des fossiles. À partir de ce moment-là, il est évident que les théories qui ont été fondées sur une géologie mal fondée, telles que la théorie de Darwin, doivent être modifiées, sinon supprimées, et que par conséquent, les conséquences concernant le marxisme et Hitler, quand par exemple Karl Marx exprimait à la salle en 1861, l'ouvrage de Darwin, L'origine des espèces, est très importante, et je m'en sers pour démontrer que le caractère scientifique de la lutte des classes, vous n'êtes pas d'accord? Fusillé. Bon. Et ainsi de suite. Et Hitler, c'est une autre interprétation d'origine anglaise d'ailleurs, de l'évolution, qui faisait qu'il fallait favoriser la race supérieure, qui était la race aryenne, par rapport à la race inférieure, qui était la race juive. Et au nom de ces idéologies, qui sont des fausses religions, eh bien, on a fusillé des milliers de gens qui sont morts. Donc, il est tout à fait essentiel que les sciences naturelles soient fondées sur des faits objectifs et non pas subjectifs comme c'était le cas. Alors, bien entendu, on continue les travaux. J'ai donc constitué en Russie 2 équipes, l'une à Moscou et l'autre à Kazan, qui appliquent les résultats expérimentaux dont je viens de parler pour d'étudier la genèse de la formation des bassins sédimentaires de Russie. Le travail a déjà été effectué pour la Kama-Volga, pour l'Oural oriental et la région de Saint-Pétersbourg. Et en particulier, on constate que lorsque l'on étudie le temps de sédimentation, qui lui aussi, répétons-le bien, est expérimental, car si l'on veut étudier le temps de sédimentation, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire? On envoie de l'eau avec des sédiments, et puis on voit de combien de temps ça met pour se poser. Eh bien, le temps de sédimentation est le 2/1000e de la soi-disant chronologie géologique. C'est tout à fait symptomatique, et je n'en suis pas étonné personnellement, parce qu'en vérité, la chronologie est déterminée par la radioactivité. Quand j'étais aux États-Unis en 1996, j'ai voulu dater l'éruption du mont Sainte-Hélène qui était intervenue en mai 1980. Nous avons pris des échantillons et confié cela à un laboratoire qui nous a répondu que l'éruption avait eu lieu il y a 350 000 ans. Alors je me suis dit, ben pourquoi? Comment se fait-il? Quelle est la cause? Ben, la cause elle est très simple. C'est que la radioactivité n'est pas caractéristique du changement d'état, c'est-à-dire que l'on ne peut pas dire que la radioactivité, quand on date une roche, n'existe qu'au moment où la roche se forme. La radioactivité existe dans la lave qui se transforme en roche. Et à partir de ce moment-là, il est évident que l'élément parent que l'on trouve dans la roche, on ne sait absolument pas s'il existait dans la lave ou s'il a été créé après la création du monde. C'est ce qui vous est... Et surtout, en plus de ça, c'est que dans la lave qui est liquide, les éléments les plus légers remontent. Or, l'élément fils est plus léger que l'élément père, puisqu'ils perdent en général de l'hydrogène, et que par conséquent, ils peuvent remonter en surface, ce qui vieillit la roche. Autrement dit, il y a nécessité absolue aujourd'hui de reprendre les datations qui sont déterministes à l'heure actuelle pour vieillir les roches, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus jeune. Mais entendons bien, quand je dis ça, je ne dis pas que ça justifie les 4000 ans de la Bible, je n'en sais rien. Je me place simplement sur le plan scientifique. J'exige l'objectivité dans les sciences. Et croyez-moi, l'objectivité, c'est une qualité fondamentale. C'est un signe d'honnêteté, un signe de recherche de la vérité. Et vous savez, ce que je fais aujourd'hui, je ne me mets pas en avant.
D'abord, je vais avoir 94 ans, je n'ai pas d'avenir, moi personnellement. L'avenir, c'est l'avenir au ciel, mais pas, certainement pas sur Terre. Mais en tout cas, il est absolument certain, c'est que être objectif, c'est vraiment s'enrichir. Parce qu'on est dans le sang de la vérité. Et notre société a besoin aujourd'hui de revenir à la vérité. Par conséquent, je pense que dans tous les domaines, c'est nécessaire. Et j'ajouterai alors ce que je vais ajouter, si vous le permettez, c'est que bien entendu, j'ai étendu mes expériences à d'autres problèmes, en particulier sur la gravimétrie. J'ai eu la chance de reconnaître Maurice Allais, qui était prix Nobel d'économie, mais qui s'intéressait aux pendules. Bon. Et je l'ai beaucoup aidé. J'ai organisé 4 expéditions internationales lors d'éclipses de soleil pour vérifier que lors des éclipses, il y avait bien un phénomène de déplacement latéral que Maurice Allais avait mis en évidence. Alors ça s'est passé en Russie et en Finlande en 90, au Mexique en 91, en 95 c'était au Brésil et en France en 1999. Et ceci a été vérifié. Mais, répétons-le bien, ça m'a amené cette commune. Alors j'ai reçu le prix Maurice Allais, d'ailleurs le 15 mai dernier, qui m'a été remis officiellement. La jaune et la rouge en a fait part, etc. Mais surtout, ça m'a amené à m'occuper, à me dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi en gravimétrie des erreurs faites? Et j'ai lu les Principia Mathematica de Newton, et me suis aperçu que Newton avait fait des erreurs dans ses lois. Par exemple, quelle est la loi de la gravitation? Ben, c'est clair. Quand vous prenez un tube sous vide et que vous mettez une plume et un plomb, ils tombent à la même vitesse. Le mouvement de la plume ne dépend pas de la masse qui tombe. Elle dépend de l'attraction de la Terre, mais ne dépend pas de la masse qui tombe. Que s'est-il passé? Dans sa loi numéro 2, Newton, qui pourtant connaissait l'expérience, dit « Les mouvements des corps sont proportionnels à la force imprimée. » La force imprimée, c'est le poids. Ça veut donc dire que si la force imprimée, le mouvement est proportionnel au poids, le plomb devrait tomber beaucoup plus vite que la plume, ce qui est démenti par l'expérience. Ainsi que sa troisième loi, l'action est égale à la réaction. Je ne vais pas développer, si vous voulez, on n'a pas le temps de le faire. Elle n'est pas démontrée. Ce qui m'amène à l'heure actuelle à refaire des expériences de gravitation avec l'Observatoire royal de Belgique, parce qu'actuellement, on sait très bien qu'on ne sait pas ce que c'est que la gravitation. Est-ce que c'est dû à la masse en général? Est-ce qu'il y a au sein de la masse des masses particulières qui pourraient la justifier? Y a-t-il un événement électromagnétique? On n'en sait rien. Alors nous avons engagé, à partir de ce mois-ci, des expériences assez curieuses d'ailleurs, qui vont essayer de déterminer l'effet d'écran. Car on se pose la question, lorsque le Soleil, la Lune passe par exemple devant et calme le Soleil, est-ce que la Lune effectue une diminution de l'attraction parce qu'elle passe, elle arrêterait en sol une partie de la planète solaire? Alors, l'Observatoire royal de Belgique, parce que moi je ne travaille qu'avec des officiels, aussi bien en sédimentologie qu'en géologie, on va faire une expérience où on va essayer de faire en sorte que l'effet d'écran se fasse sur la Terre, c'est-à-dire que le Soleil apparaisse ou disparaisse selon la position, la rotation de la Terre au moment où on fait l'expérience. Alors, on va voir les résultats, mais en tout cas, nous allons essayer de déterminer ce qu'est la gravitation. C'est important. Et ça va plus loin. Deux choses à dire qui montrent qu'en définitive, la tentative qui est faite pour démontrer que le monde s'est créé tout seul. Vous avez par exemple l'affaire du Big Bang. Mais d'abord, vous avez là, vous avez d'abord la relativité. La relativité, on pense que c'est une théorie absolue, déterminée finalement, mais ce n'est pas vrai. Car Michelson, en 1987, a fait une expérience pour démontrer la vitesse de la lumière. Alors il a fait un dispositif interférométrique, n'est-ce pas? Et il s'est aperçu que les résultats ne correspondaient pas à ses calculs. Mais dans ces calculs, il avait fait une hypothèse, à savoir que l'éther, qui est supposé être le support des ondes électriques,
n'est-ce pas, était immobile dans l'espace absolu. Ce n'est qu'une hypothèse. Et il aurait pu se dire, bon, pourquoi est-ce que les résultats ne correspondent pas à mon calcul? Ben, c'est tout simplement parce que j'ai fait une hypothèse qui était fausse. Ah non, non. C'est pas question de better world. Non, non, non. C'est tout simplement parce que quand l'univers se déplace dans le sens de la lumière, il y a une contraction de l'univers qui se produit. Et c'est comme ça qu'on a inventé la relativité restreinte. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas voulu remettre en cause une hypothèse fausse. Parce que si vous prenez le son, n'est-ce pas, est transmis par l'air. Vous dites que l'air est dans l'espace absolu, hein, immobile, ça n'a pas de sens. L'air se déplace avec la Terre. Alors pourquoi voulez-vous que l'éther n'en fasse pas autant, hein? Par conséquent, il fallait reconnaître que c'était l'hypothèse humaine qui était fausse, parce que l'homme passe son temps à vouloir attribuer des lois à une nature qu'il n'a pas créée, et on s'en rend très bien compte maintenant. On le voit en géologie, on le voit en dynamique. Et maintenant, le Big Bang. Alors là, je ne vous donne pas mon hypothèse, je vous donne celle de très nombreux spécialistes de la question. On dit, Hubble a inventé une loi, c'est pas, pour justifier, pour dire que le décalage vers le rouge, parce que c'est le décalage du spectre vers le rouge qui pose problème. Et il dit, bah, c'est tout simplement parce que les galaxies s'en vont, n'est-ce pas? Il y a eu le Big Bang, alors les galaxies s'en vont. Bon. Alors il fait une loi, mais cette loi, il la fabrique, il ne la démontre pas. Il l'impose, comme si je puis dire, et on prend ça comme si c'était démontré. Ce n'est pas démontré. Mais quels sont les faits? Quand vous regardez le soleil à midi, il est jaune. Quand vous le regardez le soir, il est rouge. Tout simplement parce que les rayons lumineux qui proviennent à ce moment-là de la Terre traversent une quantité plus importante d'air, et qu'à partir de ce moment, les couleurs intermédiaires sont absorbées, il ne reste plus que le rouge. Alors il est tout à fait normal comment dirais-je, qu'une galaxie éloignée dont les rayons traversent des galaxies intermédiaires où il y a naturellement ou des gaz ou des choses comme ça, on en voit d'ailleurs, bah, automatiquement ça crée une absorption du spectre vers le rouge, et que c'est donc pas la peine de vouloir inventer comment dirais-je, un déplacement des galaxies, alors qu'on peut tout simplement expliquer le phénomène, et c'est ce que beaucoup de spécialistes disent, n'est-ce pas, à contrario de ce que prétend Hubble. Donc au global, je pourrais dire que très certainement, l'homme n'a aucune preuve scientifique de l'autocréation de le monde par lui-même. Et qu'à partir de ce moment-là, automatiquement, la métaphysique reprend ses droits et nous disons, mais alors, ces lois du monde, qu'est-ce qui a créé le monde? Car si les sociétés anciennes, on n'a pas parlé naturellement certains philosophes grecs, mais la plupart des États croyaient dans des divinités qui étaient à l'origine du monde. Bon. Et c'était une réflexion logique de l'homme qui disait « je ne peux pas expliquer toutes les lois de la nature, par conséquent, qu'est-ce qui a créé ce monde? La nature, c'est ça le problème. » Donc, à partir de ce moment-là, on n'est plus matérialiste. On redevient, en quelque sorte, dans la situation de toutes les sociétés anciennes. Et bien entendu, nous, c'est Dieu qui parle, par la Genèse, et par naturellement le Christ qui nous a été envoyé. Ça, c'est Dieu qui se manifeste et c'est pourquoi nous sommes croyants. Par conséquent, je crois à la restauration d'une civilisation chrétienne à condition qu'on retrouve le sens de la vérité sur tous les plans, scientifiques, économiques. Hein. Et je vous dis par exemple qu'à titre personnel, ayant géré avec mon père de très importantes sociétés commerciales, je ne cesse de jouer mon rôle civique en avertissant le gouvernement, le président de la République, n'est-ce pas, des domaines que je connais, c'est-à-dire des domaines scientifiques, certes, et aussi des domaines économiques, en ce qui concerne notamment le chômage. Moi, je ne vais pas développer le sujet, ce n'est pas le sujet, mais je sais ce que c'est, et j'en connais les causes depuis 50 ans, hein, avec en particulier la suppression des droits de douane et des contingents d'importation qui nous livrent à la concurrence de la Chine, n'est-ce pas, et des pays de l'Est.
dont les salaires sont de 5 à 7 fois inférieurs aux nôtres. Alors quand vous avez la concurrence de cette concurrence, ne vous étonnez pas que vous ayez du chômage. Tout simplement parce qu'on a supprimé l'article 8 du traité de Rome qui prévoyait un délai de 12 ans pour supprimer en 3 étapes les droits de douane et les contingents d'importation. Bon. Alors on veut aujourd'hui mondialiser, faire ceci, cela. Je considère que c'est une mauvaise direction. On doit commencer par le commencement, c'est-à-dire régler nos problèmes nous-mêmes, et on se passera mieux. Bon, j'ai à peu près fini. Donc je crois que si nous raisonnions en disant, si toutes ces erreurs qui ont été commises et qui ont abouti à la Révolution française, les soviétiques et tout ce qui s'ensuit, ne s'étaient pas produits. Bon, il y aurait eu d'autres choses, certainement, mais si elles ne s'étaient pas produites, bon, nous serions un peu comme nous étions en 1633, avant que Galilée ne soit condamné et avant que Descartes ait pris une position sur la philosophie des Lumières. Par conséquent, je dis que l'on pourrait retrouver une monarchie chrétienne. Nous sommes dans une république monarchique, tout le monde le sait, en France comme en Russie, puisque le président de la République décide de tout, comme le roi autrefois. Bon. Je suis républicain au sens de la res publica, sans aucune référence à la meurtrière révolution de 1789, avec la liquidation du gouverneur de la Bastille, dont on a fait un jour de fête nationale, ce qui est un scandale. La Marseillaise, qui n'a pas été faite par les Marseillais, mais par Rouget de Ville, qui se sont emparés en allant à Paris pour tuer les gens qui défendaient le roi dans les Tuileries. Hein, est-ce que c'est raisonnable? Et tout ça dirigé par qui, vous savez, la franc-maçonnerie, bien entendu, qui a la philosophie des Lumières, la franc-maçonnerie, tout ça, c'est ça. Bon. Alors, je n'ai rien contre les francs-maçons, je voudrais simplement qu'ils redeviennent constructeurs de cathédrales. Ce serait peut-être un avenir pour eux, je pense. Mais en tout cas, je ferai l'impossible, à titre personnel, pour faire prévaloir, en quelque sorte, ce retour à la vérité sur tous les plans. Je le fais actuellement sur le plan scientifique, et je pense avoir réussi en grande partie. Quand vous voyez d'ailleurs, vous voyez bien sur le plan politique, l'année dernière, il y avait 200 députés socialistes, il n'y en a plus que 29. Il y avait 24 députés communistes, il n'y en a plus que 11. Et ça continue à disparaître. Autrement dit, toute ces bases qui justifiaient, ces erreurs qui justifiaient sont en train de disparaître. Elles se dissolvent. Et je reviens des Balkans, j'ai visité tous les Balkans, y compris l'Albanie. Il n'y a plus de communistes, c'est fini, c'est terminé. C'est un retour à l'économie de marché partout. Bon, par conséquent, il faut prendre acte de cela et continuer dans cette voie. Et je dis qu'en la circonstance, aujourd'hui, nous avons tout pour nous. Nous sommes croyants. Nous croyons également à la science exacte. Bon, nous croyons aussi au régime économique. Par conséquent, c'est nous qui devons nous manifester, alors non pas pour diriger, ce n'est pas notre personne, mais pour conseiller l'État, pour faire prendre des décisions utiles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Vous avez montré une fois de plus que les théories scientifiques doivent être fondées sur les faits et pas sur les idées ou les théories inventées. Et que dans votre domaine, comme dans d'autres que nous avons déjà parcourus, règne ce mensonge, cette guerre contre la vérité. Et vous nous avez dit, bon, il faut un retour au vrai. C'est vrai. Et c'est vrai, vous l'avez dit tout à la fin, en économie, en politique, en questions sociales. Oui, c'est le grand défi, mais en même temps, peut-être certains le relèveront-ils, on voit quelques promesses d'espoir, quelques lueurs qui montent de résistance, d'îlots qui se fortifient, d'idées saines qui reviennent, même dans la presse, parfois dans les discours de certains courageux. Bon, qui veut poser des questions? Avant que je vous pose la question, en fait,
une petite anecdote justement à vous Oui. raconter. Oui. Lorsque j'étais au lycée, on avait justement des cours de géologie et à fortiori justement de sédimentologie. En fait, il y avait lors d'un cours, en fait, il y avait une question qui était venue, ça a tilté en fait dans ma tête, que avec justement la datation par décroissance radioactive, la datation en fait se faisait justement sur des éléments solidifiés. Or, j'avais décelé une faille dans le raisonnement, c'est que on date justement je dirais, on détermine l'âge d'une roche à partir justement du moment où il s'est solidifié. Soit, sauf que le problème, c'est que ça sous-entend que les éléments radioactifs, enfin instables, ben justement, n'existent pas dans le liquide, quoi, par exemple. Ben, c'est-à-dire qu'ils existent dans la lave. Dans la lave, voilà. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que quand vous mesurez une roche, ce n'est pas le changement d'état qui est daté, puisque finalement le phénomène de radioactivité préexistait dans la lave. Et que par conséquent, bien évidemment, lorsque la lave, ça solidifie, une partie des éléments qui ont été, si je puis dire, apparus dans la lave bien avant, sont présents. Et c'est la raison pour laquelle, en particulier, quand j'ai fait la datation de l'éruption du Mont Saint-Hilaire, je pourrais ajouter que parallèlement, l'un de mes correspondants de Nouvelle-Zélande avait fait la même expérience avec un volcan qui était entré en éruption dans ces années-là et qui a été daté de 1 700 000 ans. Et on sait par exemple que le Kilauea, qui est le volcan de Hawaï, qui a eu une éruption en 1660, eh bien, on a fait une datation de la roche et ça a donné 30 millions d'années. C'est vous dire. Alors, donc, c'est pas cohérent, puisque l'événement, on le sait, est un événement qui a eu lieu en 1660. Et vous donnez un échantillon de la roche à dater par la méthode radioactive, et on vous dit que c'est intervenu il y a 30 millions d'années. Ça fait une différence. Bon, ben ça s'explique très bien à cause de cela. C'est que l'erreur qui a été commise, c'est d'attribuer l'âge de la radioactivité au changement d'état, c'est-à-dire à l'apparition de la roche, alors qu'en vérité, le phénomène préexistait dans la lave qui a constitué la roche en question. Toute l'affaire est là. Même, il y a tout de même un élément, mais qui lui aussi est contesté. C'est que si l'on date, par exemple, au potassium-argon, l'argon est un gaz, et on a dit, bon, c'est très simple, quand il y a eu l'éruption, le gaz s'en va, et par conséquent, après, au sein de la roche, le potassium continue à faire de l'argon, et à cause de l'argon, on sait que l'argon, cette fois, est contingent de la roche. Ben, ça a été démenti par des vulcanologues de Russie, dont j'ai les termes, qui montrent qu'il y a eu une nouvelle comment peut-on dire, me manque, solidification qui s'est produite avant et qui fait que ça marche pas, quoi. Autrement dit, on ne peut pas déterminer avec certitude l'âge par la radioactivité. Alors je ne parle pas naturellement du potassium-argon, du carbone 14, parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas avec ça qu'on date les roches, naturellement, ça va de soi. Mais en tout état de cause, il y a nécessité que, parce que vous savez, vous avez des gens qui font de la datation radiométrique, hein, et qui vous disent ça parce que ça gagne de l'argent. Par conséquent, ce n'est pas la peine de le discuter, ce n'est pas eux qui vont mettre la chose en cause, hein. C'est certain, c'est à nous de le faire. C'est à nous de dire, ben non, messieurs, ça n'est pas scientifique. Donnez-moi des champs. En science, vous devez donner des choses exactes. Et si elles ne sont pas exactes, vous voulez dire, c'est hypothétique, d'accord, vous pouvez faire des hypothèses, c'est pas interdit, mais ne mentez pas. Ne dites pas, c'est vrai, parce que c'est pas vrai. Parce que vous n'avez pas la preuve formelle de cette affaire. Et c'est très important. Il y a une nécessité absolue de restaurer l'honnêteté dans les sciences. En somme, ce n'est plus de la datation, mais de la natation.
même si vous avez dit justement que, entre guillemets, que la vérité est en train de réémerger, qu'il y a une forme de résistance justement, après, je reste malgré tout un tantinet, enfin, quand même inquiet, parce que j'ai l'impression malgré tout que cette résistance a beaucoup de mal à se mettre en place, et actuellement, je dirais que c'est pas assez rapide, et je dirais que on a encore, entre guillemets, l'ennemi qui est toujours très très dominant, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que malgré ce réveil, que ça se fasse un peu trop tard? Je ne peux pas dire ce qui sera dans la suite. Ce que je peux simplement affirmer avec certitude, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement de la géologie a changé parce que la sédimentologie, c'est-à-dire la connaissance de la formation des roches sédimentaires au fond de l'eau, est connue, ce qui n'existait pas avant. Autrement, il y a là un progrès, si vous voulez, technique, qui forcément apporte des éléments complémentaires, voire même qui se substituent à d'anciennes conceptions, comme c'était le cas pour la stratification, et par conséquent, là, nous avons en quelque sorte un redressement scientifique donc, qui s'effectue, et celui-ci est montré. Vous allez aux États-Unis, vous allez partout, maintenant, on le sait. D'ailleurs, je ne me suis pas fait faute. J'ai envoyé mes travaux à plus de 100 géologues internationaux qui m'ont répondu favorablement, donc qui le savent. J'ai 20 évêques que j'ai convaincus. J'ai Benoît XVI, j'ai très bien connu le cardinal Ratzinger, n'est-ce pas, qui approuvait mes travaux et qui en avait d'ailleurs parlé. Donc il y a tout de même, puis naturellement, les hommes politiques, car je ne me suis pas fait faute d'envoyer, et tout exprès à des gens comme François Hollande, etc., pour lui dire, vous êtes socialiste, mais je n'attaque pas le socialisme, mais je dis simplement, bon, voilà les bases, etc. Alors s'il réfléchit, automatiquement, il se détache. Et en vérité, il a démissionné du Parti socialiste, il a soutenu Macron, qui n'est pas socialiste en la circonstance, et vous avez vu le nombre de socialistes qui ont quitté le Parti socialiste pour rejoindre la République en marche. C'est tout de même assez symptomatique, ainsi que les communistes. Autrement dit, on sent qu'à l'heure actuelle, dans le domaine de la géologie, les conséquences de la géologie et sa réforme, n'est-ce pas, ça change les choses, parce que ça met en cause toutes les idéologies qui ont été fondées là-dessus, alors que tout le monde sait que maintenant que c'est faux. Voilà. Alors pour le reste, on verra. Mais si pour l'astronomie, comme je l'espère, ça se passe de la même manière, et pour le Big Bang et consorts, eh bien, si déjà une réforme a été faite en géologie, ça peut inciter à des réformes parallèles dans d'autres domaines, et ainsi, peu à peu, amener les scientifiques, n'est-ce pas, à remettre la science sur ses pieds. Oui, je voulais vous demander, dans les grottes, on retrouve des stalactites et des stalagmites. Est-ce que, justement, il peut y avoir une correspondance, il devrait y avoir une correspondance entre la sédimentologie et ces roches, enfin, c'est pas des roches, c'est oui. des concrétions. Oui. Oui, si vous voulez, ça l'appelle... Pardon. Oui, c'est évident, puisque ce sont des faits passés pour la création des stalactites et des stalagmites, si vous voulez. Mais je ne pense pas que... Enfin, je ne pense pas que ça soit un phénomène dont on peut tirer, si vous voulez, des conclusions principales comme celles que j'ai tirées des expériences que j'ai faites, parce que là, il s'agissait bel et bien, n'est-ce pas, d'étudier la sédimentologie, et maintenant il y a une science qui s'appelle la sédimentologie, qui n'existait pas il y a quelques années seulement, puisqu'on n'avait pas accès au fond des mers, et on ne faisait pas d'expérience. On se contentait simplement de continuer à étudier la géologie telle qu'elle était. Maintenant, ce n'est plus le cas. En conséquent, je pense que dans toutes les sciences, actuellement, on le sent, il y a un très grand mouvement en astronomie. Ça, c'est une certitude. Quand on voit aujourd'hui que l'association qui se porte à Londres, qui représente tous les gens qui s'occupent de mesurer la gravitation, disent la constante de gravitation n'est pas constante. Bon. Et ainsi de suite. Bon. Ça veut donc dire qu'il y a des remises en cause qui sont faites, dont on n'aurait pas entendu parler,
maintenant qui sont dans le cas. Et je pense qu'on en verra d'autres avec le Big Bang et tout ce qui s'ensuit. Alors, est-ce que dans vos travaux, vous avez abordé et travaillé sur l'aspect du déluge? Je rappelle qu'il y a à peu près un siècle, on a retrouvé sur le mont Ararat un bâtiment en bois d'environ 300 mètres de long qui a été daté. Et justement, beaucoup de travaux ont été faits là-dessus. Même la NASA a fait des survols parce que ce bâtiment pris dans les glaces, à plus de 3 mètres d'altitude, montre de façon absolue l'existence du déluge. Donc dans votre domaine, bien évidemment, de la sédimentologie, je pense que l'impact du déluge est majeur et vous avez probablement un certain nombre d'éléments à nous donner. J'étais l'année dernière devant le mont Ararat et j'avais apporté, il faut savoir que je connaissais Fernand Navarra, qui est le premier Français à être monté sur le mont Ararat et avoir effectivement trouvé les planches qui sont fichées à 3500 mètres d'altitude, qui pourraient évidemment appartenir au déluge. Et j'ai fait connaissance ensuite de Roberto Tissot, qui est monté également sur le mont Ararat et a refait les mêmes sauts. Et il y a 5 ans, très exactement, j'étais avec mes amis russes en vacances de sport d'hiver à Montana, enfin, le nom, Castelmontana, enfin, une station de sport d'hiver des Dolomites. Alors, j'ai téléphoné à Tissot et je lui ai dit, voilà, votre femme est russe. Et l'année dernière, vous êtes allé en Russie pour rencontrer une dame qui s'appelle Galina, qui est la petite fille d'un des participants de l'expédition que le tsar Nicolas II avait envoyée en 1917 sur le mont Ararat. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me faire rédiger une lettre adressée à Vladimir Poutine, en la circonstance, que vous m'apporterez à Val Gardena et que je remettrai à mes amis russes pour qu'il soit remis à Vladimir Poutine. Bon, la chose fut faite, il me remit la lettre, que je remis immédiatement à Alexandre Lomov, mon correspondant, et je lui ai parlé, pouvez-vous le mettre au Kremlin? Il m'a dit, écoutez, le Kremlin, c'est pas sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Vladimir Poutine fréquente l'Institut de géographie. Par conséquent, je vais le remettre à l'Institut de géographie. 15 jours plus tard, Roberto Tissot recevait une lettre du directeur des archives nationales de Russie qui lui dit, sur instruction du président Vladimir Poutine, je suis chargé de faire des recherches sur le compte-rendu de l'expédition faite par le tsar en 1917. Comme nous étions en guerre, j'ai demandé à Mme Politovskaya, n'est-ce pas, de faire la recherche. Alors il s'est trouvé que quelques temps après, j'allais à Pékin pour participer à une conférence, pour mes travaux, et puis d'autres, etc., à Pékin. Je reviens sur Moscou et j'interroge la dame. Et la dame dit, bah, écoutez, malheureusement, monsieur, nous avons fait des recherches, mais nous ne l'avons pas retrouvé. Et je suis parfaitement conscient que Vladimir Poutine et ses collaborateurs l'ont fait objectivement, mais que très probablement les bolcheviks, en 1917, ont dû détruire certainement ce compte-rendu, puisque vous savez que c'est lors de la Révolution que ça s'est fait. Mais nous l'avons fait exprès, et nous avons bien entendu joint à la lettre le DVD de Roberto Tissot destiné à Vladimir Poutine, qui a eu par conséquent le DVD en question dont vous me parliez. Voilà. Je confirme vos conclusions sur les constantes physiques. À Troyes, nous avons un UTT, et un des professeurs de l'UTT fait venir des spécialistes dans différents domaines de philosophie et de physique chaque année pour ouvrir leur esprit à autre chose que leurs chères études. Et un des spécialistes du CNRS est venu dire que la plupart des constantes physiques ne sont pas des constantes. Alors, j'ai bien retenu cela, et il est revenu 2 ans après, et je lui ai demandé, avez-vous publié ce que vous dites? Oh non, je n'ai pas publié. Ils ne sont pas encore à ce stade-là, ils ont peur de se faire taper sur les doigts, ah bah mais oui. Quand même, cette connaissance avance. Ah oui, très bien. J'ai visionné dernièrement sur Internet l'intervention d'un professeur de Montpellier, un médecin, qui fait d'ailleurs référence à vos travaux, M. Berthaud, il vous cite, hein, une conférence absolument remarquable où il démolit complètement Darwin. Ah. Et donc il fait état de toutes les connaissances médicales dans tous les domaines, donc des spécialités médicales, où il démontre qu'il n'y a que Dieu qui peut avoir créé l'homme. Mais donc, ce qui est très nouveau,
il s'adressait à des confrères de Montpellier Oui. en disant « c'est inadmissible que vous défendiez encore Darwin ». Ah oui, Et c'est donc, ça. c'est une avancée colossale. Ah oui, et oui. donc, il vous cite. Il vous cite longuement. Ah oui. Bravo. Ah bah très Oui. bien. Alors, si quelqu'un sait je vous le nom de remercie. ce professeur, je n'ai pas retenu. Et si quelqu'un a pu visionner cette conférence, elle est absolument remarquable. Eh bien, tant mieux, je vous en remercie. C'est une bonne nouvelle. Vous avez raison, c'est probablement le professeur Rapichon qui en effet là-bas. Oui, c'est sûrement lui qui en a parlé. Parce que Il est intervenu déjà. il est intervenu ici. Et à la suite de ça, oui, vous avez raison, ça peut être que ça, parce que je ne vois pas pourquoi, comme je ne lui ai pas écrit récemment, un professeur que je ne connais pas m'aurait cité. Ultime question peut-être. Oui, ma question est, est-ce que vos expériences sont en concordance avec la conception catastrophiste de Cuvier, du géologue Cuvier? Bien évidemment, je reconnais les catastrophes. Hein. C'est une affaire évidente. Surtout que, en particulier dans le domaine de la géologie et la climatologie, il est absolument certain, c'est que si maintenant on peut admettre que la surrection des montagnes entraîne un déplacement des océans, vous imaginez ce que peut représenter un océan si vous avez une élévation très importante, n'est-ce pas, de montagnes qui déplacent des masses, et ça va très vite. Par conséquent, il n'y a aucun doute, le catastrophisme existe. Et je n'en veux que pour preuve le tsunami. Le tsunami 2004 est un exemple, et il a fait des strates de 20 cm d'épaisseur quand on a coupé le dépôt comment ça s'appelait la région, c'est la... Oui, excusez-moi, à mon âge, j'ai des pertes de mémoire. Le pays, c'était l'Indonésie, c'est ça, l'Indonésie. Oui, tout à fait d'accord que effectivement, c'est catastrophique. Alors, vous dire que ce que je viens de dire justifie la chronologie biblique en 2004, etc., non, ça, c'est pas vrai, parce que quand je dis que c'est pas vrai, c'est pas les 2004 qui sont faux, c'est simplement le fait, c'est que nous n'avons pas, nous, en science, la connaissance suffisante pour pouvoir dater en réalité d'une manière exacte. En fait, on peut progresser dans la science, et je suis le premier à le dire, mais ce progrès se fera beaucoup plus par des probabilités que par des certitudes, n'est-ce pas? Parce que on est loin de la Terre, qu'est-ce qu'on va faire à des centaines de millions de kilomètres, etc. Et dans le passé, que connaissons-nous du passé? On s'en aperçoit avec la géologie, on a commis des erreurs d'interprétation, donc par conséquent, on fait aujourd'hui une nouvelle interprétation en disant « il est probable que », mais je n'irai pas dire « c'est comme ça et c'est pas autrement, et si vous ne voulez pas, foutez-moi la porte ». Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut maintenant, en science, être honnête et savoir reconnaître ce qui est montré, ce qui est expérimenté. Ah bon, l'expérience, c'est l'expérience, ça, c'est pas contestable. Mais si on veut l'interpréter ensuite au plan de la nature, il faut se dire, cette expérience rend plus probable alors là, c'est beaucoup plus admissible. Mais surtout, il faut en finir avec la dictature marxiste et rationaliste de l'éducation dans certains domaines. Je crois que ça va disparaître maintenant, mais ça a prévalu pendant très longtemps. Hein. Anti-religieux, marxiste et rationaliste. Ça, et on a formé le pays à ça, car notre pays résulte de cela, de l'éducation. Et l'éducation, c'est une chose très importante. C'est comme ça que les jeunes se forment. Et si on les déforme avec ce qui n'est pas exact, ça marque toute leur vie.